Et limite, c'est les parents qui disent aux enfants, j'ai le diplôme et après on discute si tu veux faire autre chose. Toutes les semaines ou tous les mois, on a une nouvelle techno. Et donc, la capacité d'apprendre et d'aller se former soi-même est devenue autant, si ce n'est plus importante, que le diplôme lui-même intrinsèquement. Un autre point, c'est de sortir, d'aller un peu au-delà de ce qui a été demandé. Donc moi, j'ai déjà vu, nous, les recrutements qu'on a fait chez Jobzin, j'ai des cas de, jusqu'à il y a quelques jours, une candidate qui nous on fait des case studies. Pour moi, le personal branding de façon ouverte, il faut le faire quand on a vraiment des choses à apporter. C'est de se présenter. Ouais. Et donc c'est comme un pitch de 2-3 minutes. On doit se présenter d'une manière vraiment mémorable pour que ce recruteur-là va se mémoriser de nous. Ouais, autrement dit, l'entreprise qui vous recrute, elle en a recruté énormément avant vous. Elle s'attend pas à ce que du jour au lendemain, vous arriviez et que vous disiez, bon, ok, voilà comment on va faire ça, voilà comment on va faire ça. Bonjour à tous et bienvenue dans le Forum Talks, le podcast du Forum Minraba Entreprises, où leaders, experts et acteurs du monde professionnel partagent leurs expériences, leurs visions et les grandes tendances qui façonnent le monde du travail. Dans notre tout premier épisode, on a le plaisir d'accueillir avec nous monsieur le CEO et le co-founder de Jobzin, monsieur Simon Zizi. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Déjà, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et je pense que c'est notre deuxième rencontre. La première, c'était pour la signature de la convention entre Jobzin et l'école des Minraba. Et c'était à travers le comité Forum Minraba Entreprises. Et donc, merci encore une fois. Ravi. Alors déjà, vous êtes le CEO et le co-founder de Jobzin. Déjà en premier, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, vu que vous avez fait vos études en France, je pense. Et donc c'est là-bas où vous avez eu l'idée de créer la plateforme Jobzin. Donc. Ouais, avec plaisir. Alors moi je m'appelle Simon Mohamed Zizi, j'ai 35 ans. J'ai grandi au Maroc. J'ai fait mes études en France. J'ai fait une classe prépa et une école de commerce après en France. Et j'ai travaillé à Paris pendant une dizaine d'années, la moitié en cabinet de conseil et l'autre moitié dans une start-up qui a beaucoup grandi pendant que j'y étais. Et je suis rentré m'installer au Maroc mi-2023 pour lancer Jobzin, effectivement notamment pour contribuer à résoudre certains sujets qu'on avait identifiés sur le recrutement au Maroc. D'accord. Sinon, votre plateforme, c'est une plateforme de recrutement. Vous avez pas mal de partenariats avec des grandes entreprises marocaines et donc vous essayez d'aider les étudiants dans cette transition pour le recrutement, etc. Alors effectivement, Jobzin, c'est une HR tech qui est spécialisée dans le recrutement et dans le recrutement, on fait plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on aide les entreprises à mieux communiquer sur leur marque employeur, mieux passer les messages aux candidats qui ont besoin d'informations pour savoir si cette entreprise leur correspond. Et l'objectif, c'est d'attirer les meilleurs talents alors peut-être pas pour les profils étudiants, mais pour les profils seniors postulent assez peu. Mais quand on leur donne cette information-là, ils postulent. Et donc on va beaucoup travailler avec les entreprises sur la création de contenu, de présentation des différents métiers, globalement passer d'un contenu très texte transactionnel à un contenu plutôt image et vidéo. Donc ça c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est tout ce qu'on fait au niveau technologique et intelligence artificielle. Donc on a un certain nombre d'outils et d'algorithmes pour améliorer les temps de recrutement. Ça veut dire mieux matcher les candidats avec les opportunités, préqualifier les candidats quand il y a une opportunité, beaucoup de candidats, et on va même jusqu'à faire passer des entretiens vidéo avec un agent IA pour aller plus loin dans l'évaluation des soft skills et des hard skills et donner des shortlists très très précises. Et la troisième chose, et c'est celle-ci qui nous a permis de nous rencontrer, c'est les career centers digitaux qu'on déploie dans les écoles et les universités. Et l'objectif, c'est de permettre aux étudiants d'une école donnée d'avoir accès à l'ensemble des offres que l'école a avec ses partenaires sur une plateforme dédiée aux étudiants et qui leur permet de postuler en un clic et de suivre l'ensemble des candidatures et de donner aussi l'information à l'école sur ce qui se passe. D'accord. Sinon, pour cette plateforme-là, je pense que c'est assez intéressant pour les étudiants, ou bien pour les jeunes en général. Et donc, je pense pas qu'on a assez de plateformes ici au Maroc pour une telle mission. Et donc, c'est déjà très intéressant. Et je vais bien parler de ce point-là.
de l'immersion professionnelle pour les étudiants du campus au bureau demande tellement différent et donc les étudiants peuvent avoir beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Et donc la toute première question qu'on peut se poser, c'est que pour les étudiants, ils cherchent pour leur objectif final, c'est d'avoir un diplôme. C'est ça l'objectif final pour eux. Et donc on peut se poser la question, est-ce que le diplôme aujourd'hui en 2026 ça a vraiment le même poids qu'avant? Est-ce que c'est assez intéressant? C'est la clé, mais... Non, franchement, c'est une très, très bonne question. C'est une très bonne question. Déjà, c'est vrai que la finalité, jusqu'à aujourd'hui, c'est d'avoir un diplôme. Et limite, c'est les parents qui disent aux enfants, j'ai le diplôme et après on discute si tu veux faire autre chose. Mais d'abord, j'ai le diplôme. Et aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché du travail, c'est que, à part quelques diplômes et assez peu, ce qui compte, c'est la formation elle-même, plus que le diplôme. Et dans la formation aujourd'hui, les choses évoluent tellement vite qu'il y a effectivement ce qu'on nous enseigne en classe. C'est pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais le plus important aujourd'hui, c'est aussi la capacité qu'a l'étudiant à aller plus loin et à aller chercher à comprendre et à approfondir. Aujourd'hui, les technologies qui se développent tous les jours, si je prends l'exemple de la tech, toutes les semaines ou tous les mois, on a une nouvelle techno. Et donc, la capacité d'apprendre et d'aller se former soi-même est devenue autant, si ce n'est plus importante que le diplôme lui-même intrinsèquement. Après, je généralise un peu, mais sur certaines formations, je sais pas, quand on a un recruteur qui cherche des profils, par exemple auditeur, c'est sûr qu'il y a des fondamentaux financiers, de maîtrise de compte des résultats, de bilan, de cash flow statement qui sont importants et ils savent où ils vont les trouver. Ils savent que le diplôme, c'est un stamp. Mais dans la grande majorité des cas, voilà, le diplôme, c'est bien, c'est important, mais ça suffit pas. Voilà, exactement. On peut dire que c'est la clé, mais il faut rajouter encore plus de skills, plus de compétences. En tout cas, ça suffit pas. C'est sûr. Voilà. Donc, déjà dans le parcours de l'immersion professionnelle, la toute première étape qu'on a, c'est de passer par des recrutements, des entretiens, etc. Et donc, je vais bien parler un peu de ce point-là, des entretiens. La première chose qu'on fait, c'est de déposer notre CV au recruteur. Et donc, c'est comme il s'agit d'une fiche d'identité, c'est notre fiche d'identité pour ce recruteur-là. Et donc, pour vous, quelles sont vraiment les choses les plus importantes dans un CV que le recruteur voit en premier lieu? Alors, le recruteur, déjà, il y a plein d'études qui se contredisent un peu, mais pour faire simple, il passe très, très peu de temps sur un CV. Il y a une première lecture du CV qui dure quelques secondes. Ces quelques secondes, on va monter de haut en bas et on va essayer de voir un peu les tag words, les diplômes, les expériences précédentes et globalement avoir une impression globale sur le CV. C'est très important que déjà l'impression elle soit bonne. Donc que le CV soit dans un format neutre, que tout soit bien aligné, que la lecture soit assez simple, que la chronologie soit respectée. Il y a pas mal de choses qui sont assez simples, mais c'est des prérequis. Et donc très rapidement en ouvrant un CV, on a une idée de la structure un peu psychologique et comprend un peu le candidat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est moi je pense qu'il faut être très factuel dans son CV. Et il faut être capable de montrer rapidement les éléments qu'on veut montrer au recruteur. C'est-à-dire que dans les 2, 3, 4, 5, 6, 7 secondes que le recruteur passe sur le CV, s'il y a une expérience, une technologie, un sujet qu'on veut mettre en évidence, il faut qu'on arrive à le voir. S'il est caché tout en bas ou dans un 4e bullet point, on va pas forcément le voir. Et voilà, mais après, globalement, il n'y a pas tellement de règles. À partir du moment où on respecte ça, je pense que ça. En fait, le but du CV, c'est juste de passer l'étape. C'est pas d'impressionner. Donc, ça sert à rien de mettre des logos, des couleurs flashy pour essayer de sortir du lot. En fait, le but, c'est juste à ce niveau-là de pas être éliminé. D'accord. Et évidemment, pour ne pas être éliminé, il faut faire 0 faute sur un CV. Je le dis souvent, mais le CV, c'est un document que le candidat a eu tout son temps pour construire. Et donc, par construction, le recruteur, il se dit, en fait, ça, c'est ce qu'il peut faire de mieux. Si on ouvre que sur la première ligne, il y a une faute d'orthographe, c'est pas super, quoi. Ouais, c'est horrible, même, d'avoir une faute d'orthographe dans son CV. Et donc, parlant un peu, même dans le contexte des entretiens, je sais que c'est un peu différent d'un recruteur à un autre, mais, parfois,
on peut avoir des critères qui sont un peu généraux, qui peuvent vraiment faire la différence entre un candidat et un autre. Et donc, pour vous, quels sont ces critères exactement qui peuvent faire cette différence-là pour qu'un candidat soit accepté et l'autre directement refusé? Alors, je vais essayer de sortir un peu des sentiers battus. On va partir par principe. Si on compare quelques candidats qui ont le bon bagage technique et qui arrivent en entretien. Et quelque chose que tout le monde oublie, c'est que, en fait, quand on passe un entretien, c'est une rencontre entre deux personnes. C'est pas juste un événement professionnel. C'est une rencontre entre deux personnes et le recruteur, quand il a un candidat en face de lui, l'une des questions qu'il se pose, c'est si je devais travailler avec cette personne au quotidien, est-ce que je serais content ou pas? Oui, Et donc, ça. et donc de faire passer un certain niveau de sympathie dans l'entretien, surtout pas surjouer, mais ne pas oublier que c'est une rencontre de personnes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la préparation. Beaucoup de candidats partent du principe que leur CV est passé, ils ont été rappelés en entretien, et que donc a priori ça devrait le faire. Et donc on a beaucoup de surprises de candidats à qui on dit, à qui les recruteurs va dire, est-ce que tu peux me dire ce que fait notre entreprise, et qui n'ont pas fait les recherches, qui en fait ont cliqué en 2 clics, ont postulé, ont été rappelés, sont présentés à l'entretien. La partie recherche, compréhension est super importante. Et ensuite, je dirais le troisième, c'est de faire passer un certain niveau de motivation pour le poste. Tout ce que je dis, c'est ça doit être fait correctement, sans surjouer, mais la motivation, c'est quelque chose qui est clé parce que ça donne l'impression aux recruteurs que c'est pas juste un job alimentaire, c'est-à-dire que c'est pas juste un job pour un salaire, c'est aussi un job qu'on a envie de faire. Et la motivation, elle se manifeste de plein de façons différentes. La première, c'est d'arriver en entretien bien préparé et d'expliquer pourquoi on pense que c'est un job qui est fait pour nous et pourquoi on pense qu'on peut bien le faire. Et après, ça se manifeste de plein d'autres façons. Des choses assez simples qui prennent vraiment pas de temps, mais qui font la différence. C'est en sortie d'entretien, si on veut vraiment le job et qu'on pense qu'on a fait une bonne impression, d'envoyer un petit mail pour remercier. Oui. Un autre point, c'est de sortir, d'aller un peu au-delà de ce qui a été demandé. Donc moi, j'ai déjà vu, nous, les recrutements qu'on a fait chez Jobzine, j'ai des cas jusqu'à il y a quelques jours, une candidate qui nous on fait des case studies. Et en fait, son case study, c'est quelque chose qu'elle a vraiment mis beaucoup de temps à construire, avec une vidéo, avec un PowerPoint, et donc ça, en fait, la motivation, elle émerge et théoriquement, on peut rapidement sortir du lot. Je pense que ce serait vraiment mes meilleurs conseils. D'accord. Sinon, parlant des critères, beaucoup d'étudiants ils trouvent des difficultés parce que on peut passer vraiment parfois une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'entretiens, mais en fin de compte, on ne reçoit que quelques réponses et donc il y a un problème quelque part. Il y a des fautes qui sont commises quelque part dont on n'est pas vraiment conscient. Et donc, pour vous, quelles sont les erreurs qui peuvent éliminer directement un candidat? Alors déjà, sur le constat, à partir du moment où on reçoit quelques réponses, c'est déjà pas mal. Et moi, mon expérience propre, c'est qu'en sortant d'école, j'ai postulé à 200 offres d'emploi, peut-être même plus, et j'ai eu un seul entretien. J'ai eu le job, et ma carrière a commencé comme ça. Donc, il en faut un. Alors, derrière, bien sûr, vous pourrez me dire, il faut que ce soit le bon, on peut optimiser un peu plus, etc. Mais déjà, de partir du principe que c'est pas grave de passer 20 entretiens, à partir du moment où on arrive à avoir un job, et un job qui nous parle et qui nous permet de construire une bonne première brique dans notre carrière. Maintenant, sur les erreurs commises, honnêtement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Certaines dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est souvent du manque de préparation. On a la vérité, si on veut se dire les choses, les vraies choses, c'est qu'on a un déficit de soft skills, beaucoup. Et il suffit de voir, si on regarde vraiment les extrêmes, on va regarder les extrêmes pour moi, on va prendre un étudiant marocain et un étudiant américain, on va leur demander aux deux de se présenter. Et en fait, c'est deux mondes, quoi. C'est-à-dire de la capacité à se présenter, la capacité à communiquer, à faire passer ses messages, etc. C'est des sujets sur lesquels on n'est pas très bon. Et c'est des sujets sur lesquels il faut travailler. L'étudiant américain, à 21 ans, il est capable de monter une start-up et d'aller lever des dizaines de millions d'euros. Donc c'est un peu ça. J'ai pris les extrêmes, mais on a un vrai travail à faire là-dessus. Et j'en parle souvent. Mais moi, je pense que
dans le soft skill, il y a un sous-sujet, c'est le sujet de la langue. Oui. C'est le sujet de la langue parce que au Maroc, on a gardé un peu l'historique de l'entretien doit être fait en français avec pas un mot d'arabe, alors que l'arabe c'est notre langue. Et beaucoup d'étudiants, quand on les libère en leur disant, moi d'ailleurs c'est ce que je fais en début d'entretien, c'est on passe l'entretien en anglais, en français, en derija. Donc c'est pas quelqu'un de client facing qui parle à des clients français. Ça m'est égal la langue. Ce qui compte c'est qu'ils communiquent bien. Et il y a des étudiants et des candidats de façon générale qui arrivent à se libérer et qui sont beaucoup plus convaincants pendant l'entretien. Et il y a d'autres chez qui c'est très ancré et qui vont forcer ça. Alors après, je généralise pas encore une fois, ça dépend des recruteurs. Il faut avoir un peu d'intelligence émotionnelle de savoir qui on a en face. Mais voilà, il y a le sujet qui est un sous-sujet assez central. Oui, parlant des langues, parfois c'est le recruteur qui l'impose. C'est vrai, mais pas toujours. Pas toujours. Non, ouais. Aujourd'hui, si on cherche un job dans des métiers de la tech, il y a très peu de recruteurs qui imposent de parler français. Nous, notre équipe tech chez Jobzin, la langue, c'est l'anglais, c'est Derija. Et ce qui compte, c'est qu'on arrive à communiquer ensemble. Après, c'est vrai que le monde du travail, globalement, il est encore très francophone. Il le sera peut-être encore. Mais ça doit pas être une barrière à l'entrée. Il est plus important de bien s'exprimer et de bien montrer, d'être capable d'être convaincant que par principe ne pas sortir un mot dans une autre langue en entretien. Et voilà, au moins, il faut avoir les bases, les principes. Ouais. Les principaux bases de la langue. Ouais, non, c'est clair, bien sûr. Maintenant, je veux bien passer un peu, parlant des critères, des erreurs et tout, je veux bien passer au personal branding. C'est comment valoriser ses compétences. Pour les étudiants, on n'a pas vraiment assez d'expérience dans le monde professionnel, à part pour des expériences associatives ou participation à des conférences, etc. Mais pour des stages peut-être. Et donc comment on peut valoriser ces expériences-là lors de l'entretien vu qu'on n'a pas assez d'expérience professionnelle? Alors c'est une très bonne question. Le personal branding c'est important. Je vais commencer avant de répondre à la question. C'est un petit aparté sur déjà éviter l'excès de personal branding. C'est-à-dire que moi, ça m'a un peu surpris. Alors je sais pas parce que je suis rentré au Maroc à ce moment-là où je commence à être plus actif là-dedans, mais je constate que beaucoup de gens vont faire beaucoup de personal branding à un niveau qui est pas forcément nécessaire ou pertinent. C'est-à-dire, je sais pas moi, aller prendre une photo au Jitex. Qu'est-ce que ça apporte? Si on est juste de passage pour dire, à moins qu'il y ait vraiment un insight ou quelque chose qu'on ait compris, etc. Je trouve pas ça nécessaire à ce stade-là d'une carrière. Donc pour moi, le personal branding de façon ouverte, il faut le faire quand on a vraiment des choses à apporter. Ça c'est vraiment un petit aparté. On peut le voir sur LinkedIn, des personnes qui prennent des photos, je suis là, la conférence. Exactement, mais ça apporte rien. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ça c'était vraiment, j'ai remarqué beaucoup ça, je trouve pas que ce soit nécessaire et je me concentrais sur d'autres choses. Maintenant sur le personal branding, c'est très simple. Quand on commence, quand on est jeune, qu'on est étudiant, les premières lignes qu'on peut écrire sur son CV, elles sont associatives. Ce que tu fais là aujourd'hui, c'est super et il faut avoir l'énergie de le faire et il faut faire beaucoup de choses. Très important de s'impliquer associativement parce que c'est ouvert et c'est hyper formateur. Parce que théoriquement, les responsabilités que tu peux avoir là aujourd'hui, c'est pas sûr que tu puisses les avoir dans tes 2, 3, 4 premières années en entreprise, parce que la personne qui devra prendre le micro, c'est peut-être la head of communication. Et donc, les skills que tu es capable d'apprendre grâce à l'associatif sont clés. Et donc, pour moi, de commencer par faire de l'associatif, mais du vrai. Par exemple, on a beaucoup de gens chez Jobzin qui sont passés par AISEC, qui est une association qui fait des choses vachement bien dans l'insertion, des stages à l'international, etc. et qui sont très bien formés comme ça. Donc voilà, l'associatif, c'est vraiment un très bon point. Après, il y a la partie académique. Donc vraiment raconter un peu plus en détail ce qu'on a fait dans ces cours. Le but, c'est de remplir son CV, même si c'est un peu complexe au début, il faut quand même le remplir. Et ensuite, il y a une première expérience, une deuxième expérience, une troisième, qui commence à éliminer la toute première. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire son CV petit à petit. D'accord. Je veux bien revenir un peu sur l'entretien.
Et on a parlé un peu de CV. Et c'est comme quoi c'est la première chose qu'on donne au recruteur. Et pour le recruteur, la toute première chose qu'il nous demande, c'est de se présenter. Ouais. Et donc c'est comme un pitch de 2-3 minutes. On doit se présenter d'une manière vraiment mémorable pour que ce recruteur-là va se mémoriser de nous. Ouais. Donc, comment le faire exactement pour qu'on puisse laisser cette impression, cette bonne impression chez le recruteur. Ouais. Bon, tu as que des bonnes questions, donc je continue. Mais moi, la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé en entreprise, parce que je suis arrivé en retard à la première réunion, on m'a dit on n'a pas deux chances de faire une bonne première impression. En fait, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Ouais. Et c'est vrai que ce moment-là, il va mettre le recruteur soit dans un état d'attention très important parce qu'on a réussi à capter son attention, soit on peut faire chuter son niveau d'attention assez vite. Donc, effectivement, c'est une partie à préparer, de savoir comment on se présente, quels sont les premiers éléments qu'on veut mettre en avant. Il faut que ce soit des éléments qui aient de l'impact. Donc, en gros, trouver exactement ce qu'on veut partager avec ce recruteur-là. Et moi, alors, au-delà de dire je m'appelle X, j'ai X années, etc., c'est de rapidement embrayer sur pourquoi on est là aujourd'hui. D'accord ? On est là aujourd'hui parce que votre entreprise m'intéresse énormément. Ça fait X temps que je suis l'entreprise. Les projets que vous avez fait à ce niveau-là ou à ce niveau-là sont des choses qui me parlent. Et moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est des choses qui me laissent penser que j'ai des choses à apporter à l'entreprise. Et ce moment-là, c'est aussi le moment où on commence à donner le tempo de l'entretien. En fait, dans l'entretien, on se rend pas compte, mais beaucoup de candidats, ils vont le subir, l'entretien. C'est-à-dire, ils prennent les questions comme des balles et ils essaient d'esquiver ou de naviguer comme ils peuvent. Ouais. La vraie façon de conduire un entretien, c'est de le driver. C'est-à-dire que à partir du moment où je me suis présenté et où j'ai dit, voilà, moi, je suis capable de faire ça et ça marche avec ce que vous faites, la personne va plutôt rebondir sur ce que vous avez dit là, plutôt que de vous dire c'est quoi les composantes des états financiers ou c'est quoi un compte de résultat. Et donc on va rentrer plutôt sur des sujets, bon ça va probablement arriver si c'est pour un entretien qui concerne de la finance, mais en tout cas on va commencer l'entretien, on va prendre confiance dans cet entretien en ayant un peu décidé des premières minutes de l'entretien. Voilà, mais je pense que c'est les conseils là qui me viennent top of mind. Ouais, d'accord, merci. C'était très intéressant en ce qui concerne les entretiens, les recrutements. Maintenant, je veux bien passer au titre de notre épisode, c'est l'immersion professionnelle, c'est l'immersion tactique. Et donc, soi-disant que ce candidat-là a été accepté, etc. Et donc, il doit passer de ce statut d'étudiant, il rentre dans l'entreprise comme étudiant, comme un profil qui n'a pas assez d'expérience. Et donc, comment il doit passer de ce profil d'étudiant exactement qui attend toujours des instructions, etc., à un profil plus responsable qui doit lui-même prendre l'initiative, lui-même chercher des solutions, etc. Alors déjà, c'est pas un passage qui est honnêtement naturel, d'accord ? On change complètement on change de monde à ce moment-là. Voilà, exactement. Et moi, à titre personnel, c'était un moment très compliqué pour moi parce que en fait, j'étais dans une espèce de tranquillité de l'étudiant et d'un seul coup, en fait, j'avais mon loyer à payer dans une ville, pouvoir d'achat qui avait presque baissé parce que faut payer son loyer. Enfin, on commence à se prendre en main et donc c'est un gros changement et je pense que c'est un moment où il faut pas non plus trop se mettre de pression. Autrement dit, l'entreprise qui vous recrute, elle en a recruté énormément avant vous. Elle s'attend pas à ce que du jour au lendemain, vous arriviez et que vous disiez, bon, ok, voilà comment on va faire ça, voilà comment on va faire ça. Par contre, son attente, c'est que vous soyez capable de vous former rapidement, de comprendre rapidement. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, la principale qualité, c'est la capacité d'apprendre. Capacité d'apprendre, d'observer aussi, de comprendre aussi les codes dans l'entreprise et d'essayer de le faire de la façon la plus naturelle possible. Parce que au final, tout le monde l'a fait. Tout le monde a fait ce passage-là. Donc, ça doit se faire de façon très naturelle. Faut juste pas casser. C'est-à-dire, quand je dis pas casser, c'est
pas se mettre trop de pression, faire un early burn-out en entreprise parce qu'on n'a pas compris comment ça se passait. Voilà. Donc, se mettre juste le bon niveau de pression et prendre le temps d'apprendre pour monter en compétences. Et ensuite, ça tout va dépendre de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Il y a des entreprises où tout est très normé. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un cabinet de conseil, vous êtes junior. Le junior, il va faire beaucoup. Bon, je généralise un peu, mais c'est juste pour donner les grandes lignes. En plus, les choses bougent beaucoup en ce moment. Mais si vous êtes junior en cabinet de conseil, on va pas vous mettre le lendemain devant un client pour que vous fassiez une démonstration. Par contre, vous allez faire de l'analyse de données, vous allez faire des premières présentations qui vont être reprises par un senior qui va ajuster, qui vont être présentées par un manager au client. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en réalité, ce que vous avez à faire pendant les 2 premières années, c'est de faire des très bonnes analyses et de commencer à faire de très bonnes présentations. Et ensuite, de commencer à reprendre les présentations des autres et ensuite de commencer à présenter. Donc voilà, c'est vraiment juste cette courbe d'apprentissage qu'il faut respecter dans le monde de l'entreprise. Donc il faut pas vraiment stresser ou... Non, c'est pas nécessairement productif, mais juste comprendre les règles de fonctionnement, comprendre ce qui est attendu de nous et monter en compétence le plus rapidement possible. D'accord. Sinon, en parlant de l'insertion, lorsqu'il s'agit des toutes premiers jours, bien des toutes premières semaines, notre intégration à l'entreprise X, il y a une certaine relation entre nous, comme pour le profil junior qui vient d'entrer dans l'entreprise, et un autre profil qui est plus expérimenté, et donc il a encore plus d'expérience dans l'entreprise et tout. Et donc il y a une certaine relation d'apprentissage pour le profil plus expérimenté, c'est lui qui aide, qui apprenne des choses à le profil junior. Et donc est-ce qu'on peut avoir cette relation réciproque où le junior lui-même peut apporter une valeur ajoutée à ce profil plus expérimenté et tout? Oui, bien sûr, c'est possible. Encore une fois, tout dépend des entreprises. En tout cas, l'attente de l'entreprise, c'est pas que le profil junior apprenne au profil senior sur les premiers jours. Exactement. Nous, il se trouve qu'on est à un moment où il y a une espèce de gap générationnel et que par construction, les nouvelles générations, elles maîtrisent mieux certaines technologies que les anciennes. Et donc, je suis à peu près sûr que la nouvelle génération qui rentre sur le marché du travail, la génération qui a 40 ou 50 ans, elle peut être potentiellement demandeuse de OK, comment on utilise cet outil, comment tu peux m'aider à faire ça, etc. Mais en tout cas, c'est pas la fonction première de quelqu'un qui rentre dans une entreprise d'apporter, c'est d'apporter, de contribuer dans son travail, d'apporter si possible, mais toujours, c'est une question aussi souvent de bon sens et de sentir les choses et de savoir si on peut aider. Mais en tout cas, on nous attend pas au moment où on rentre dans l'entreprise comme quelqu'un qui va changer les choses du jour au lendemain. Oui, bien sûr. Mais sinon, parfois, on peut essayer de faire cette relation réciproque. Parce que, pour se sentir comme quoi on apporte nous-mêmes quelque chose à l'entreprise. Ouais, bien sûr. Non, c'est très important de sentir qu'on apporte. Encore une fois, c'est juste ne pas forcer les choses. Oui, voilà. Et vous avez parlé du gap générationnel. Et donc, pour notre génération, on a une meilleure maîtrise des outils d'IA, de l'intelligence artificielle. Et donc, est-ce que ces outils-là ou bien cette maîtrise-là peut vraiment nous aider à ce niveau-là? Si c'est vraiment maîtrisé, ouais, bien sûr. Donc, il faut les maîtriser. Parce que... il faut les maîtriser. Là, pour le coup, j'ai aucun doute là-dessus. Pour le coup, les prochaines années en entreprise, elles seront drivées par les gens qui maîtrisent les outils. Je te parle de notre expérience à nous chez Jobzin, mais nous, quand on a dû recruter notre premier AI engineer, on a regardé des profils qui avaient 7-8 ans d'expérience. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait des jeunes profils extrêmement talentueux et qui maîtrisaient encore mieux les dernières technologies. Et donc, les personnes qui ont vraiment construit le corps de notre infrastructure IA, c'est des gens qui ont 23 ou 24 ans, quoi, mais qui sont talentueuses et qui ont fait le travail et qui ont pas, c'est pas du vernis. C'est du vrai, de la vraie consistance, du vrai travail de fond. Et quand on arrive à être à ce niveau-là, on est pris très au sérieux très rapidement par les entreprises.
D'accord. Donc même au niveau de votre plateforme, vous avez mentionné le recrutement par des agents IA. Ouais. Donc vous l'avez même sur votre plateforme. Ouais, alors c'est pas le recrutement par des agents IA, c'est du recrutement assisté par de l'IA de façon générale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, si demain tu postules à une offre sur Jobzine, t'es automatiquement évalué. D'accord? C'est-à-dire qu'on va voir ton CV, on va voir si ça fonctionne simplement avec l'offre. Pourquoi? Parce que on voit beaucoup de personnes, je sais pas, des profils jeunes qui vont postuler à des offres de personnes qui ont 8-10 ans d'expérience. Et quand on passe de l'autre côté du cycle, le recruteur, c'est ça qu'il voit. Quand il poste une offre d'emploi, il va voir 600 candidatures. Dans les 600 candidatures, il doit chercher c'est lesquelles en fait qui ont le bon niveau d'expérience. Et donc là aujourd'hui, on est capable de leur dire ceux qui ont le niveau d'expérience, ceux qui ont les compétences que vous demandez, etc., c'est ces 10 là ou ces 20 là ou ces 30 là. Donc ça, c'est fait automatiquement. La bonne nouvelle, c'est que si on postule aujourd'hui pour un job sur lequel on a des compétences, on émerge comme étant un des candidats qui a les compétences. Et en fait, c'est la seule nouvelle. De toute façon, on n'aurait pas eu le job avec IA ou sans IA. Donc, ça fait juste gagner du temps aux recruteurs. Ouais. Par contre, on va plus loin. Et encore une fois, c'est assisté par de l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de faire passer des entretiens par des agents IA, mais la finalité, la décision n'est pas prise par un agent IA. C'est le recruteur qui va décider sur la base de cette évaluation si il veut avancer dans le process avec ce candidat, pardon. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Simon. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui dans notre podcast et dans notre tout premier épisode. J'espère que ça a été assez bénéfique pour notre audience. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses lors de cet épisode. Et est-ce que vous avez un dernier conseil peut-être de transmettre? Honnêtement, comme ça, non. Par contre, je tenais à te dire bravo, parce que ça demande beaucoup de courage de prendre le micro et je pense que c'est très bien d'avoir des initiatives comme celle-là pour les étudiants. Et par contre, globalement, ce que je peux dire, c'est que effectivement, on a beaucoup de choses à faire au niveau du monde étudiant. La plateforme qu'on a déployée chez vous, c'est une plateforme qui essentiellement sert les étudiants, les écoles aussi, mais les recruteurs qui peuvent poster des offres directement auprès de leurs écoles cibles sans être spammés de toutes les candidatures qui ne correspondent pas à ce qu'ils recherchent. Et donc voilà, on invite tous les étudiants à remonter l'information à leurs écoles. Elle est gratuite, entre parenthèses, pour les écoles et pour les recruteurs. Et aux administrations des écoles à prendre contact avec nous s'ils le souhaitent. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Simon. Et chère audience, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cet épisode. Et see you soon dans le prochain épisode.